Donc j'ai le plaisir, pendant qu'il s'installe, de présenter Arnaud de la Blanchardière, donc, qui est docteur au CHU de Caen, spécialiste en addictologie et en infectiologie, je crois que c'est ça. Et on a parlé tout à l'heure des éditeurs prédateurs. Et donc, je voudrais remercier vraiment tout particulièrement Monsieur de la Blanchardière pour ce qu'il va nous raconter une mésaventure, ce qui n'est jamais peut-être évident, hein. Parce on s'est dit, pour présenter un peu les dangers que font courir ces éditeurs dits prédateurs, on s'est dit que rien ne valait finalement le témoignage d'un chercheur qui s'est fait piéger, on va dire. Donc, comme quoi ça peut arriver à tout le monde. Et donc, Arnaud de la Blanchardière a été amené à écrire pour un éditeur prédateur, et son témoignage a ensuite été publié sur le blog de Hervé Maisonneuve, que tout le monde, que beaucoup de gens connaissent ici. Et donc, c'est par cet intermédiaire qu'on a contacté Arnaud de la Blanchardière, et je tiens encore une fois de plus à le remercier. Donc, je vous laisse tout de suite la parole. Donc, pour Merci. Merci. Effectivement, je suis interniste, infectiologue et addictologue. Et, je suis normalement pas un perdreau de l'année, plus de 50 ans. Et pourtant, je me suis fait piéger. Je suis praticien hospitalier dans le service des maladies infectieuses du CHU de Caen. Je ne suis pas un leader d'opinion, mais je suis un auteur honorable. Et à l'époque des faits, j'avais déjà 58 articles indexés dans PubMed qui représentaient 400 points SIGAPS, qui sont des points qui représentent un peu la valeur marchande de l'article. Et ce compte a augmenté depuis. Et à l'origine de ma mésaventure, j'avais publié un article assez anodin, je dirais au niveau assez faible de la recherche scientifique, qui était un cas clinique qui était sorti d'une belle image, qui était paru dans une revue française qui s'appelle la Revue de médecine interne, dont vous voyez l'impact factor très modeste quand vous avez écouté M. Forest. Voilà l'article qui a justifié, qui tenait simplement sur 2 pages, un cas de larva migrans viscérale chez une femme une 50aine d'années, qui était l'occasion de rappeler ce qu'était cette maladie. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu un mail émanant d'une revue que je ne connaissais pas, Tropical Medicine and Surgery, dont j'ai malheureusement que j'ai pas gardé. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de colère qui s'est revenue après chez moi, qui m'a amené à acheter la correspondance. Mais le mail était en anglais et il disait à peu près la chose suivante. Nous avons beaucoup apprécié la qualité de votre article, pourtant modeste. Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez réaliser dans un délai de 1 mois, ce qui est très court pour faire un article, une revue générale consacrée à la toxocarose, puisque je parlais d'un cas de toxocarose, qui est une maladie parasitaire cosmopolite, pour le prochain numéro de notre revue. Et moi, voilà le site de la revue Tropical Medicine and Surgery, qui est d'ailleurs sérieuse, mais vous remarquerez qu'il appartient au groupe Omix, qui, je l'ai appris après, avec l'aide d'Hervé Maisonneuve, est un groupe qui a plus de 1000 revues et est un grand prédateur. Et vous voyez qu'il y a un comité éditorial qui est plutôt impressionnant, avec un type de Caroline du Nord, un autre américain, et ensuite d'autres Américains d'origine asiatique. Je n'avais pas fait attention à tout le détail. J'étais tout à fait ingénu dans cette affaire. En fait, il eût fallu que je revoie exactement la procédure de publication pour me rendre compte que la revue était en fait open access online, mais payante pour les auteurs. Et on voit, il met en évidence dans la 2e page de son site le Journal Impact Factor à 0,41. Et mais après, avec une toute petite astérisque. Vous savez, c'est comme des brochures licencieuses, donc il faut aller en bas. Impact Factor 0,41, c'est ultra faible, naturellement. Mais vous voyez en plus, et je n'avais naturellement pas fait attention à tout ça, maintenant on ne m'y reprendra plus, que c'est établi en 2017 en divisant le nombre d'articles publiés en 2015 et 2016 par le nombre de fois où ils ont été cités en 2017, mais basé non pas sur PubMed, mais sur Google Scholar Citation Index Database, qui fait un faux impact factor. Alors, naïvement, je réponds d'accord, mais 1 mois, c'est un peu court pour faire une revue générale sur un sujet important. Donc, donnez-nous 2 mois et permettez-nous de réduire l'article à une revue limitée à un aspect particulier de la toxocarose, qui est la neurotoxocarose. Pas de problème. On attend votre manuscrit pour début février 2015. Nous fournirons l'article en temps et en heure. Nous étions 3 auteurs, j'étais le dernier auteur.
Et nous avons bénéficié d'un reviewing de qualité, mais entre-temps, j'avais vu malheureusement que l'impact factor était dérisoire. J'ai modifié néanmoins l'article, considérant que je m'étais engagé, j'étais intègre, donc je modifie l'article selon les recommandations, et l'article paraîtra Open Access Online sur le numéro de mars 2016, vous le voyez ici. Revue de la littérature sur la neurotoxocarose. Et à ce moment-là, la revue me demande le paiement de 955 $ pour le maintenir sur le site. Alors là, très très étonné, je refuse d'obtempérer en alléguant le fait qu'il n'était pas indexé, il n'y avait pas d'impact factor significatif, ce qui était déjà très pénalisant, que je n'avais pas été informé initialement sur le fait qu'il y avait ici un paiement, et puis enfin, je n'avais pas validé les épreuves. Normalement, c'est une dernière étape quand on écrit un article, il faut valider les proofs pour qu'elles soient publiées. Et ils m'ont relancé à peu près tous les mois ou même toutes les 3 semaines pendant 6 mois, avec à chaque fois, nous n'avons toujours pas reçu votre paiement. Alors 955 $, c'est quand même une certaine somme. La plupart des médecins hospitaliers comme moi gagnent, quand on est interne, on gagne environ 1 800 € par mois. Quand on est praticien hospitalier, dernier échelon, on gagne 6 500. Enfin 955 $ pour un article qui va pas être, qui va figurer nulle part en fait. Il faut aller sur le site de la revue pour trouver l'article. Donc si vous pensez pas à Tropical Medicine and Surgery, qui est absolument inconnu de la plupart des infectiologues français, bon ben personne ne le lira. Donc, et la dernière question a été la plus fameuse, c'est écoutez, combien seriez-vous prêt à payer? Là, j'ai bien compris que j'avais affaire à des gros requins bleus, et je dis je vous répondrai plus, je vais vous mettre en courrier indésirable. Et au bout de 9 mois, finalement, alors j'avais interrogé celui qui a été mon bon sauveur, là, que vous avez cité tout à l'heure, Hervé Maisonneuve, qui m'a dit écoutez, je le connaissais. Il m'a dit, écoutez, faites-le mort, ne répondez plus, ils vont finir par décrocher l'article. C'est ce qui s'est passé. Et je l'ai transformé un peu en l'améliorant. J'ai modifié un peu le titre. On a fait une revue systématique de la littérature. Et il a été soumis avec succès dans une revue authentique, qui avait un impact factor qu'Honora pour une revue de cliniciens. Et il n'y a eu aucune réaction de Topical Medicine and Surgery. Et comme vous l'a dit, Hervé Maisonneuve l'a relaté dans son blog. Alors, voilà l'article maintenant dont je suis fier, qui fait 10 pages et qui est très sérieux, pour lequel j'ai eu d'ailleurs plusieurs correspondances, des gens qui l'avaient lu et qui trouvaient que c'était intéressant d'avoir une revue systématique sur un sujet qui était mal connu. Bon. Mais est-ce qu'il y a eu des suites? Oui, il y a eu des suites. Il y a eu des suites, mais pas de Tropical Medicine and Surgery, mais probablement un hasard chronologique. Maintenant, comme le disait M. Forest, je suis pourri tous les jours dans ma boîte mail par 2 à 4 mails par jour. À chaque fois, je les mets en courrier indésirable, mais il y en a toujours d'autres qui reviennent. C'est un cancer. C'est un hydre à 10 têtes qui revient, et ça émane de revues qui sont toutes inconnues, mais qui ont en commun peer review open access journal, souvent issus, mais pas toujours, du groupe Omics, jamais référencé PubMed, mais parfois dans ResearchGate ou Google Scholar, dans le meilleur des cas, avec un impact factor nul ou totalement inventé, dont le board est souvent asiatique, les auteurs d'articles peu référencés PubMed et souvent en rang inutile, donc c'est des auteurs mineurs qui publient dans ces revues, voire des auteurs moyens qui appartiennent au comité éditorial, qui flattent volontiers le dossier victime. J'ai rarement été aussi flatté que par ces gens-là, qui citent parfois des publications antérieures, au point d'oublier parfois le champ de compétences. Vous, c'était dans les forêts, moi je suis devenu biochimiste. Et avec à chaque fois des charges qui ont entre 750 et 1860 €, et qui me sollicitent pour un article, quel que soit le sujet ou la forme. Pouvez-vous, nous sommes très contents de vous connaître, nous connaissons votre réputation, pouvez-vous nous fournir un article dans les 15 jours ou dans le mois? Mais comment pouvez-vous imaginer fournir un article? J'en ai plein sous le bras, là, toc, toc, toc. Non, c'est pas possible. Parfois, alléguant la seule nécessité de boucler un sommaire avec un délai donc, voilà, de 2 à 6 semaines, un reviewing par contre qui est peut-être assez prompt et qui, une seule fois, a été annoncé sans charge, il était fourni dans les 7 jours. Enfin, un article fourni dans les 7 jours, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Et si ce n'est pas pour fournir un article, c'est pour une communication à un congrès, pour intégrer un board éditorial. Alors, vous voyez ici, je vous en ai cité un certain nombre, là, parce que je savais que j'allais vous parler ce jour de cette affaire. Donc, je me suis retenu de mettre en courrier indésirable certains mails qui me semblaient intéressants. Là, le Journal of Otorhinolaryngology Research n'est non référencé, un index factor nul, il n'y a pas de charge annoncée dans le site, alors qu'il y en a sûrement.
Un autre, alors là, il cite un de mes articles, un des meilleurs, donc là, ils sont à me donner un petit peu de mal, mais le journal n'a pas plus de qualité que ça. Là, ils annoncent un impact factor de 0,917, mais je ne sais pas comment ils l'ont construit parce qu'il n'est pas indexé dans PubMed. Je ne sais pas s'ils m'ont lu. En tout cas, je peux faire tout ce que je veux. Je peux écrire, reviewer ou même intégrer le comité éditorial. J'ai accès à toutes les fenêtres. Là, il n'y a pas d'index factor, des auteurs mineurs pour cette revue qui s'appelle International Journal of Pathology and Clinical Research. Là, il n'est pas référencé. On annonce des charges de 1660 livres, ça fait 1859 €. C'est quand même très cher pour produire un article que personne ne lira jamais. Enfin, là, on dit que je suis vraiment fort en alimentation et nutrition. Je n'ai jamais écrit dans ce sujet. Là, on me dit, voilà, Hospitaligen, j'ai cherché même dans Google, je n'ai pas trouvé la revue. Hein, alors que l'impact factor est à 3. Donc c'est formidable. Là, ils ont besoin de boucler le volume, hein, même si je n'ai jamais fait dans le biomédical, c'est une revue biomédicale, mais il faut qu'ils bouclent la revue. Bon. Là, ils pensent que je suis un microbiologiste, ce que je ne suis pas. Ils adorent mes articles, ils trouvent que c'est vraiment formidable. Et ils me demandent un article, naturellement, dans le champ de la biotechnologie, de la microbiologie, qui n'est pas mon domaine. Et là, on me demande de faire un speech sur un sujet dont j'ignore tout, la spectroscopie, mais je ne suis absolument pas spectroscopiste. Hein. Mais je vous fais le speech, ok, j'arrive. Je pense que ce n'est pas un congrès bidon où il me coûtera la peau du cul pour m'inscrire et pour me déplacer. Bon. Et là, on me propose d'intégrer un comité éditorial. Donc voilà, j'ai fini ma démonstration, mais je voulais juste vous dire que je pensais être un médecin aguerri et un chercheur prudent, et en fait, je me suis fait complètement blouser. M'en suis sorti finalement avec une certaine chance et avec les conseils d'Hervé Maisonneuve, que je remercie une nouvelle fois. Mais là, il y a à la fois une triple arnaque. Hein. On vous demande de payer parce que le client n'est pas le lecteur, le client, c'est l'auteur. On vous demande de faire un effort qui peut être considérable pour quelque chose qui ne sera jamais lu. Donc on est sur le plan, et naturellement, on exploite le publish or perish, c'est-à-dire que les auteurs qui font ça sont faits à tout pour augmenter leur CV, en espérant qu'on ne se rendra pas compte que ce sont des revues prédatrices. Et puis les moins scrupuleux parmi les auteurs pourront naturellement produire des articles qui seront des faux articles, enfin avec des données bidouillées, uniquement pour satisfaire leur ego et leur carrière et polluer la littérature scientifique, qui n'en a vraiment pas besoin. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. de la Blanchardière. Et juste un tout petit commentaire pour dire que c'est pas du tout... c'est loin d'être anecdotique, ce genre de situation. Je crois qu'Hervé Maisonneuve évalue à 500 000 le nombre d'articles publiés dans les revues prédatrices. Donc c'est tout à fait considérable. Et je vous recommande vraiment de lire le blog d'Hervé Maisonneuve qui fait une veille extraordinaire là-dessus et qui tient vraiment la veille sur l'ampleur de ces éditeurs prédateurs. On a juste le temps pour une ou deux questions. Alors, je ne sais pas, ça lève dans tous les côtés. Bon, vous avez levé en premier, je crois. Ouais, ce sera très très court, c'est une remarque. Xavier Coumoul, je vais intervenir dans la table ronde suivante. Moi, j'ai publié il n'y a pas si longtemps un article dans Scientific Report. Le premier auteur, c'était ma thésarde. Et depuis qu'elle l'a publié, alors que Scientific Report est vraiment très très... Elle est inondée de mails. Voilà, 5-6 mails par jour de revues prédatrices. Donc c'est même, enfin, on passe parfois par des circuits complètement intègres et honnêtes et certifiés. Et malgré ça, on se retrouve... c'est absolument incroyable. Et je pense qu'il y a une puissance financière derrière ces journaux qui est absolument démente, parce qu'il faut mettre en place des procédures pour pouvoir, en tout cas, ensuite aller chercher les personnes, quoi. Oui, je voulais vous dire qu'il y a un autre genre d'éditeurs comme ça, c'est que j'avais dans une équipe de laboratoire que je dirais à l'époque, qui était un laboratoire très connu, et il y avait donc un jeune chercheur brillant qui a mis un article sur Archive par erreur, qui était en train d'être accepté dans Science. Et quelques jours après, il s'est rendu compte que cet article était apparu dans un journal dont il n'avait jamais entendu parler. Ils avaient changé 2 mots du titre et 3 mots dans le résumé, et ils avaient mis cet article comme s'il leur avait été soumis. Ce qui veut dire qu'il avait le risque, évidemment, de se faire planter pour sa publication dans Science,
Il a fallu des menaces par le CNRS, etc., pour que finalement ils finissent par le retirer au bout de plusieurs semaines. Donc là, c'est même encore l'étape d'après, quoi, hein.